Bonjour. Et bon, on va commencer alors. Allez. Alors, d'abord, oui, encore un grand merci aux sponsors et aux organisateurs. Sans eux, il n'y aurait pas ces journées. Et alors, rapidement, moi, c'est Thomas Clavier. Je suis coach agile chez Azae, mais aussi enseignant-chercheur à l'Université de Lille. Donc moi c'est Olivier Albiez et je suis aussi coach agile chez Azae, mais je suis pas enseignant-chercheur. Ouais. C'est pas une tare, hein. Ouais. Alors, on va vous parler d'une lecture qu'on a faite. C'était un livre du général Yakovlev. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui décrivaient l'armée et le mode de fonctionnement de l'armée. Et ben finalement, on s'est dit, soit on n'a rien compris à l'organisation militaire, euh, soit il raconte n'importe quoi. Puis Olivier l'a rencontré d'ailleurs. Oui, je l'ai rencontré il y a 2 ou 3 semaines parce que je le fais venir sur une autre conférence à Paris. Euh, le livre qu'il a écrit, c'est un très très gros livre qui s'appelle Tactique théorique, qui a pour vocation d'expliquer la tactique à des militaires, fondamentalement. Il y avait beaucoup dans la littérature de livres autour de la stratégie, il y en avait assez peu sur la tactique. Et dans le livre, il parle de tout un tas de concepts, comme le fonctionnement d'une hiérarchie, le fonctionnement d'un système militaire et d'un système de commandement, de la notion de prise de risque, de tous ces Tous les concepts-là, sujets qu'on va aborder. des prises d'initiative, de perte d'initiative, et ainsi de suite. Et ces sujets-là, on a trouvé qu'il y avait des connexions assez fortes avec notre monde civil et Bah, commençons. qu'il y avait une déséquation par rapport à ce qu'on faisait nous dans la vie de tous les jours, quoi. Donc, on va commencer par le mode de commandement. Alors, on imagine dans l'armée qu'on donne des ordres. En fait, c'est plus compliqué que ça. Les, les militaires vont la plupart du temps fonctionner, en tout cas pour la France, par un commandement par mission et assez peu par de l'ordre directif. Donc, sur une mission, on va dire quel est l'objectif et l'intention. Donc, en vue de quelque chose, je veux qu'il se passe telle chose. Et le en vue d'eux est extrêmement importante. Alors, par exemple, Ouais. En vue de protéger le passage de César, euh, qui partira demain à 7h Zulu Time de Petit Bonhomme pour aller rejoindre le camp de Baba au Rhum, je veux que vous sécurisiez son passage dans la forêt des Carnutes. Donc ça, c'est quelque chose qui est donné à une unité et à un segment de l'opération générale. Vous voyez? Et je vais donner des informations. Attention, c'est la période de chasse. Donc il va y avoir probablement des Gaulois dans le coin. Euh, Là ici, ce qui est important, c'est que pour les gens qui vont être en charge de cette opération-là, ils comprennent quelle est l'intention générale de l'opération. Parce que c'est eux qui vont prendre les décisions. C'est pas la personne qui a donné l'ordre qui va donner les décisions, qui va prendre les décisions après. alors, on a notre spécialiste militaire qui est Olivier. Moi, je suis un peu plus spécialiste entreprise. Est-ce que quand on précise le quoi et le pourquoi, ça vous rappellerait pas quelque chose? Moi, ça me rappelle la user story. La user story, c'est en tant que une personne, je souhaite faire quoi afin de, et là, il y a un pourquoi. Et derrière, on a des critères d'acceptance. Et si on essaye de mapper l'ordre qui a été donné précédemment dans une user story, on se retrouve avec quelque chose du genre, en tant que Sénat, je souhaite que vous sécurisiez la forêt des Carnutes afin de protéger le passage de César. Bon, il faut que César il arrive serein. Et puis surtout, il faudrait que toute la garde ait l'ensemble de ses casques. Parce que les Gaulois, ils sont quand même spécialistes d'exploser les casques. Et donc on se retrouve avec exactement la même chose qu'une user story. C'est bizarre. On n'avait pas ce sentiment que dans le commandement militaire, on ait des choses qui ne soient pas du l'ordre de l'ordre. En fait, si, il y a des ordres. Oui, alors juste avant de passer sur le commandement par ordre, quand j'ai pris une bière avec le général Yakovlev, il m'a raconté une petite histoire que j'ai trouvée intéressante. C'était ce qui s'était passé quand il était avec un commandement de l'OTAN en Yougoslavie.
où il avait reçu un ordre de son supérieur qui était un ordre très 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 précis. Il fallait créer des checkpoints, il fallait sécuriser des zones, organiser des patrouilles sur tel secteur, et ainsi de suite. C'était des choses qui étaient vraiment très micromanagement. Il m'expliquait, c'est l'OTAN en général, il fonctionne comme ça, avec des Il y avait ordres. combien de pages, hein? Je sais plus combien de pages, mais c'était très très détaillé. Et quand il reçoit cet ordre-là, il avait tous ses subordonnés qui étaient internationaux, donc il avait des Italiens, je ne me souviens plus quelles sont toutes les nationalités qu'il avait, et puis il leur demande, est-ce que dans vos armées, vous avez la doctrine contrôler un territoire? Alors les gars, ils disent oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous contrôler un territoire? Les gars, bah, on va faire des patrouilles, on va faire des checkpoints, on va... Ok. Donc votre ordre, c'est contrôler le territoire. Et son supérieur qui vient lui dire, je comprends pas, je t'ai filé un ordre détaillé et tu transmets un ordre vague. Et le général Yakov lui dit, tout à fait, mais en fait, ça c'est ce qui est adapté pour qu'ils puissent faire leur travail. Et moi, mon job, c'est de protéger les gens qui sont en dessous de ce qui pourrait se passer ailleurs. Au-dessus en particulier. C'est pas du passe-plat que je fais. J'interprète et je... Voilà. Alors il m'a dit qu'il n'avait pas convaincu le gars, mais qu'ils sont très polis à l'OTAN. Je te propose Voilà. d'attaquer les commandements par ordre. Donc sur le commandement par ordre, c'est utilisé, hein, c'est utilisé dans les cas d'urgence ou les cas qui nécessitent une discrétion ou de la confidentialité. Les cas d'urgence, par exemple, il y a c'est ce qui s'est produit lors de la guerre Indochine en France, où c'était très dégradé et où le général arrive sur place après un changement de... Et il donne une série d'ordres, en fait. Et il donne des ordres, tu vas là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, ainsi de suite. Et ça, c'est le temps de reprendre le contrôle d'une situation. Après, on repasse sur du commandement par mission. Ouais, moi, j'ai un autre exemple qui est beaucoup plus entreprise. Imaginez un cabinet comptable, ils sont à peu près 150 salariés sur 3 sites. Il y a un administrateur système Windows qui gère les postes, qui gère un peu tout ça. Et puis bah, les premiers qui arrivent le matin, il est 8h30 et ils voient apparaître dans leur répertoire de travail partagé euh, une petite transformation. C'est-à-dire qu'il y a un ou deux fichiers clients qui se transforment et qui s'appellent .crypt à la fin. Ils sont surpris, ils essayent de cliquer dessus, ça marche pas. Et puis alors ça devient le sujet au café à 9h30. Et puis bah, le problème c'est que vers 10h, il y a quasiment tous les fichiers de la société qui s'appellent .crypt. Et ils peuvent plus travailler, il n'y a plus rien. Et là, il y a une prise de conscience à ce moment-là qui est, on vient de se faire infester par un ransomware. Alors, en gros, ils nous demandent plein de bitcoins là, pour que on puisse récupérer nos fichiers décryptés. Là, c'est la panique. Imaginez le patron qui est en train de se dire, tous nos clients, on n'a plus rien. Donc il dit, bon, branle-bas de combat, on arrête tout. Et là, l'ordre va être donné à l'ensemble des salariés de d'éteindre leur PC et de le débrancher. Et là, c'est un ordre. C'est-à-dire que c'est pas la peine de justifier. Non, non, mais je finis ça avant. Ou non, non, c'est non négociable. On débranche et on éteint. Juste derrière, il y a l'administrateur système qui reprend la main et qui va lui remettre en place la sauvegarde. Et on lui a pas donné d'ordre à lui, parce que lui, il est pas dans l'urgence, il n'est pas dans le manque de compétences. Lui, quand il s'agit de restaurer un backup, on va pas lui dire, bon, alors tu vas dans l'armoire, tu sors le backup, tu vas le remettre à l'intérieur de... Non, c'est pas la peine de lui dire ce qu'il a à faire. Il sait faire. Il va restaurer le backup tranquillement, il va rallumer les postes un à un, et c'est lui qui va passer sur tous les postes pour essayer de faire en sorte que ça refonctionne. À midi, c'est fini, tout refonctionne. Et on a eu juste une toute petite période de commandement par ordre qui a été débranchez vos postes et arrêtez-les. Donc là, effectivement, il y a une question d'urgence et il y a une question de différentiel de compétences. De la même manière, quand on doit évacuer un bâtiment rapidement, on ne va pas commencer à discuter, on demande, tu sors. Voilà. Donc c'est la question de l'ordre. Alors, on a fait la notion de commandement, et failles d'ordre.
Maintenant, on va essayer d'aborder la notion de risque. Ouais. Donc, un des éléments que j'ai trouvé très très curieux, c'est que le général Yakovlev dit qu'il ne veut pas minimiser le risque. Et donc, il classe le risque en 3 niveaux. Le premier, c'est le risque faible. C'est-à-dire que le risque faible, s'il se déclenche, va empêcher l'exécution d'une phase d'une opération. Le risque significatif, ça engage complètement toute la mission. Et le risque critique, ça engage au-delà de la mission la capacité à agir ultérieurement. Donc, par exemple, un risque critique, c'est soit être mort, soit être capturé. Donc, pour le général Yakovlev, quand on a identifié ces niveaux de risque, il dit on va pas les minimiser, on va les maximiser et on va essayer de trouver le plus haut niveau de risque en restant sous le risque critique. Tu es en train de donner déjà les conclusions qu'on va aborder après. Ah ouais? Alors, si on fait le parallèle avec l'entreprise, on peut se dire qu'on a 3 niveaux de risque aussi en entreprise. Le premier, c'est un risque faible qui remet en cause la capacité de production actuelle de l'entreprise. En gros, est-ce que je vais être capable de produire ou pas mon logiciel ou mon produit? On peut dire que le risque significatif, ce serait la remise en cause de l'activité en cours, mais pas de la capacité future. Et enfin, le risque critique, qui lui serait la banqueroute, l'arrêt de l'entreprise ou autre. Alors, si on arrive justement sur la notion de minimisons le risque, qu'est-ce qu'on a comme exemple qui peuvent illustrer ça? Enfin, ne pas le minimiser, justement. Alors, est-ce que Alors, vous avez reconnu cette super carte? En plus, plus on on en l'a. a pris une qui est en vietnamien, hein, Ouais. qui est vachement plus drôle. Alors, est-ce que vous avez une idée, non? C'est l'opération Folgelb. Donc, 1940, c'est l'attaque de l'Allemagne sur la Flandre. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a eu minimisation du risque dans cette histoire-là? C'est que l'Allemagne vient déjà de faire une série d'actions offensives, rémilitariser la Ruhr. À cette époque-là, ils ont annexé les Sudètes de la Tchécoslovaquie et ils viennent d'attaquer la Pologne. Au moment de l'attaque de la Pologne, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Ce que les Allemands n'avaient pas du tout anticipé. Ils ne pensaient pas que les Français et les Anglais allaient déclencher la guerre à ce moment-là. Ils sont pris au dépourvu parce qu'ils n'ont plus d'unité du côté de la France, très très faible en tout cas, pas de quoi gérer une attaque française. Et à ce moment-là, les Français et les Anglais vont rester très en retrait, les Français derrière la ligne Maginot. Ils vont faire une petite attaque sur la Sarre et ça va durer 2 ou 3 jours et ils vont se remettre en attente. Et l'attente va durer quasiment 1 an, ce qui va laisser le temps aux Allemands de terminer la Pologne, de se réorganiser, de remilitariser leur armée et avoir l'initiative de l'attaque derrière. Et quand ils ont l'initiative de l'attaque derrière, ils décident de faire une attaque en 2 temps. Au nord, c'est pour tromper les Alliés. Les Alliés envoient leurs troupes et ils attaquent Sedan au milieu et ils coupent les armées en 2. Donc, en gros, si on reprend dans l'ordre, ils attaquent là, les Français déplacent leurs armées qui sont là, ils vont les mettre là, Ouais. et puis les Allemands, ils reprennent par là, et on se retrouve ici avec la cuvette de Dunkerque. Voilà. Alors ce que le général Yakovlev dit dans cette situation-là, c'est que le fait de ne pas vouloir voulu prendre de risques à un moment donné, donc d'attaquer l'Allemagne à un moment donné, et donc d'être à l'initiative, ça a obligé les Alliés de prendre des risques beaucoup plus importants ultérieurement, voire un risque critique, ce qui se produit derrière. Alors, je sais pas, vous avez reconnu là? Ça vous dit quelque chose, Kodak? Petite entreprise. Alors, il faut savoir que Kodak, en 71, ils inventent l'appareil photo numérique. Le premier appareil photo numérique, il sort des laboratoires de Kodak. Ils inventent même le capteur CCD, avec les brevets qui vont avec. Donc le capteur qui équipe tous nos appareils photo, que ce soit nos téléphones, enfin, partout. En 85, je ne me rappelle plus exactement des dates, c'est dommage, j'aurais dû réviser. En 85,
Ils vont même jusqu'à refaire une série d'appareils photo dédiés aux professionnels en appareil numérique. Et puis alors là, il y a le grand patron de Kodak qui dit non mais arrêtez les gars là, c'est n'importe. On gagne que dalle là-dessus. Le matériel, on sait très bien que ça rapporte que dalle. Donc on arrête le matériel. Le seul truc qui nous rapporte, c'est la pellicule. On va diversifier la pellicule. On fait de la pellicule pour particuliers, on fait de la pellicule pour le médical, on fait de la pellicule machin, et ils vont faire des pellicules en tout genre. Puis ils vont inventer plein de pellicules différentes. Puis ils vont cartonner en pellicule. Et puis en 97, 98, là on commence à avoir un boom de l'appareil numérique. Puis alors après, et alors là après, ils essayent de rattraper le problème. Ils essayent de dire bon, comment on fait pour rattraper notre retard sur le numérique? Et donc en 2007, je crois, ils vont sortir toute une gamme d'appareils photo numériques pour pouvoir essayer de compenser. Mais c'est beaucoup trop tard. Et alors comme c'est beaucoup trop tard et qu'ils ont à peu près 40 000 salariés, ils vont fermer 130 usines, 37 labos, ils vont licencier 40 000 personnes, ils vont réembaucher pour pouvoir compenser et dire ben, on arrête l'argentique, on arrête les pellicules, et là tout à coup on essaye de faire. Donc ils vont réinvestir énormément d'argent simplement parce qu'ils n'ont pas voulu prendre de risque. Et puis bah, au bout du compte, 2012, ils déposent le bilan pour de vrai. Il y en a d'autres exemples, hein. Hoover, même type de problématique. Ouais, Hoover il était dans une phase de je fais de l'innovation, enfin Hoover, Dyson fait de l'innovation. Il essaye de faire tous ses plans d'aspirateurs sans sac et il va voir une petite boîte Hoover pour leur dire j'ai une super méga idée, je voudrais est-ce que vous voulez pas investir chez moi pour monter une entreprise, enfin pour qu'on ait un aspirateur sans sac qui marche, quoi, ce serait classe. Et puis Hoover leur dit pas rentable votre truc. Ce qui nous rapporte, c'est les sacs. Donc on va pas investir dans un machin qui a pas de sac. Et puis bah ils investissent pas. Et puis bah, c'est il y a un an à peu près, un an et demi, Dyson a racheté Hoover. Dommage. Donc le général Yakovlev dit on va pas minimiser le risque, on va le maximiser. Ou plus précisément ce qu'il dit, c'est que si on décide de minimiser le risque aujourd'hui, on se contraint à devoir prendre des risques plus grands demain. D'accord? Alors là ici pour la maximisation du risque, je vais vous parler. Est-ce que vous avez reconnu la carte? Oui. C'est ouais, c'est la Corée, ouais. C'est la Corée. Et c'est quelle opération alors? Alors là on est en 1950. C'est l'opération d'invasion par Incheon par l'armée de l'ONU. Les Coréens du Nord ont repoussé toutes les forces Corée du Sud et l'ONU jusque dans le rond rouge qui est la zone de Pusan. Et il y a quasiment plus rien et c'est en train de partir en déroute significativement. Et là sur ce, il y a MacArthur, qui est le général américain, qui vient et qui dit si on veut arriver à renverser, il faut attaquer Incheon là-haut. Et cette attaque va être repoussée très longtemps, pratiquement un an, parce que dans l'état-major, personne ne pense que c'est une bonne idée. En fait, c'est trop risqué. On ne connaît pas les cartes précisément, on ne connaît pas les courants, on n'a plus les bateaux. Les bateaux de la Seconde Guerre mondiale ont été quasiment démantelés et les présidents américains voulaient carrément enlever les marines parce qu'ils considéraient que c'était dépassé. Donc ils ont été obligés de reformer des marines, ils ont été obligés de rééquiper avec des bateaux, ils ont été obligés de faire tout un tas de travaux pour pouvoir faire cette opération de débarquement à cet endroit-là. Et dans l'état-major, il disait si on faisait la liste de tous les défauts, Incheon les a tous. Voilà. Et par la ténacité de MacArthur, ils vont quand même faire cette opération-là. Et cette opération-là va être un succès pour une raison, c'est que les Coréens du Nord n'ont jamais imaginé que quelqu'un allait pouvoir débarquer à cet endroit-là. Et même quand il y a eu les premiers combats sur place, ils pensaient que c'était une diversion et qu'ils allaient attaquer à un autre endroit un peu plus au sud.
Et ils ont mis pratiquement une semaine avant de décider d'envoyer une colonne de blindés pour essayer de contrer le débarquement. Mais à ce moment-là, les Américains et les forces de l'ONU étaient complètement installés et ont complètement neutralisé la colonne de blindés. Et derrière, ils ont repris Séoul et coupé l'armée du Nord sur ses bases logistiques parce qu'il y a un énorme chemin pour descendre avec les bases logistiques. Donc ce qui a terminé la guerre. Donc cette prise de risque à cet endroit-là était décisive pour l'opération en question et pour le déblocage de la baie de Pusan tout en bas. Vous avez reconnu? Il n'y a que les vieux qui reconnaissent normalement. C'est la Freebox V1. Freebox V1, sortie en 2002. Alors je vous refais rapidement l'histoire. On est en septembre 2002. Free est déjà présent sur le marché de l'Internet, mais sous forme de... on peut accéder à Internet en appelant un numéro qui n'est pas surtaxé. Et c'est du RTC à l'époque. En 2002, ils sortent une box, donc celle-là, et ils annoncent qu'ils vont faire du triple play. Et ils la sortent 30% moins cher que la concurrence. On est à 29,99 €. Alors que Orange, enfin France Télécom à l'époque, était à 45 €. Et là, à ce moment-là, tous les opérateurs concurrents applaudissent. Ils disent « Waouh, chapeau, vous avez réussi un coup de maître. Vous avez réussi à appliquer une TVA à 5,5 sur un abonnement ADSL. » Parce qu'effectivement, à l'époque, la loi dit, quand on a un ensemble de produits qu'on met ensemble, un package, on peut appliquer la TVA qu'on veut sur l'ensemble du package. Et là, ce que fait Free, c'est dire, on fait de la DSL, on va faire de la téléphonie plus tard, et puis on va faire de la télévision plus tard. Bon, en fait, personne n'y croit. Il dit techniquement, c'est pas possible de faire passer de la télé à l'intérieur. Par contre, le coup d'avoir mis la télé à l'intérieur, juste pour dire qu'on applique une TVA à 5,5, ça c'est quand même chapeau bas, quoi, parce que ça permet de réduire considérablement les coûts. Et donc, à ce moment-là, Orange et SFR disent, waouh, la classe, on va faire pareil. Bon, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que 6 mois plus tard, Free sort la téléphonie. Donc déjà là, ils se disent, ah, peut-être que nous aussi, on va essayer de sortir une box. Donc Orange lance un projet box. Et puis alors là, 6 mois plus tard, Free arrive et dit, bon alors en zone dégroupée, vous avez droit à la télé. Ah mais c'était vrai. Et donc là, le projet box d'Orange reprend 6 mois de retard, parce qu'il est inadmissible de sortir une box qui ne fait pas au moins la même chose que la concurrence. Et ils vont tenir comme ça, à sortir des innovations tous les 6 mois, voire plus fréquemment. C'est-à-dire qu'en 2004, quand Orange sort sa box en septembre 2004, donc 2 ans plus tard, on en est à vous avez droit à la télé et à la DSL partout en France, même en non dégroupé. Et on n'est plus à 2 mégas, on est à 5 mégas. Clairement, il n'y a aucun opérateur qui arrive à suivre le rythme. Et eux, ils ont pris du risque, beaucoup. Faire un truc qui semblait impossible à tout le monde, c'est un énorme risque. Et ce même risque, ils l'ont tellement pris et ils ont tellement déstabilisé la concurrence que quand ils arrivent pour sortir la téléphonie mobile, tout le monde dit c'est le trublion qui arrive, attention, préparons chacun nos marques. Et Orange va sortir Soch, SFR va sortir Red et Bouygues va sortir Bienview. Ils vont sortir chacun 3 marques qui sont prêtes à concurrencer le trublion qui arrive. Et on l'appelle toujours le trublion, alors qu'on ne peut pas dire qu'il soit en termes d'innovation avec le même rythme qu'avant. En fait, cette prise de risque crée une initiative et sidère les personnes en face. Et cette sidération peut durer très longtemps. Et c'est quelque chose qui est très important pour les militaires. On va passer à la hiérarchie, parce que c'est des choses qu'on connaît plutôt bien dans nos entreprises. Et j'ai été surpris en lisant ce livre de voir un fonctionnement vraiment différent d'une hiérarchie. Donc, dans une hiérarchie de militaires, les niveaux n'ont pas du tout les mêmes fonctions. Les niveaux du haut sont plutôt sur de la logistique et des questions de comment est-ce que je dépasse 2000 hommes de tel endroit à tel endroit. Et tout en bas, on est plutôt comment est-ce qu'on se positionne et comment est-ce qu'on arrive à tenir, déployer notre force de frappe et ainsi de suite. Donc là ici, on vous a mis de manière l'équivalent dans une tribu romaine, enfin dans l'armée romaine. Donc tout en haut, c'est l'approvisionnement de casques, parce qu'évidemment, ils se font taper dessus régulièrement, donc il faut remettre des casques neufs.
Un peu plus bas, on se positionne avec la cohorte, où est-ce qu'on la met, et puis tout en dessous, le légionnaire, lui, doit savoir par qui il va se faire taper dessus. Donc dans cette hiérarchie-là, un des facteurs très importants, c'est que le temps va s'accélérer quand on descend sur le terrain, ou il se ralentit quand on monte. Dans les armées modernes, et dans les hiérarchies à peu près traditionnelles, il y a un facteur 3 d'un niveau à l'autre. C'est-à-dire que quand je suis à un niveau hiérarchique donné, entre mon subordonné et mon chef, il y a un facteur 10 de décalage de temps. Bon, bien. Voilà. Soyons justes. Le QG d'un régiment actuel fait une série d'ordres tous les 6 heures, pour les plus performants. C'est 8 heures en moyenne, et plus pour les armées les moins performantes. Évidemment, un fantassin sur le terrain, il met pas 6 heures pour décider quelque chose. Ça va être beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que s'il doit décider entre est-ce que je tire ou est-ce que je me fais tuer, c'est Voilà. pas 6 heures. Donc, Alors tout ça, ça a des conséquences. ouais. Très claires. Et en gros, et alors là, j'étais très surpris parce que j'ai ma belle-sœur qui est militaire. Elle est secrétaire dans une unité qui s'occupe de l'AWACS. Et donc, bah, elle me dit priorité aux subordonnés. C'est pas comme ça chez vous? Je dis comment ça? Bah, priorité aux subordonnés, c'est s'il y a un chef qui me demande quelque chose, et puis qu'il y a un subordonné qui me demande quelque chose, je réponds d'abord au subordonné. Le chef, il attendra. Il a largement le temps. Puis bah moi, dans mes entreprises, je vois pas trop ça. Je sais pas vous, mais euh, et puis pas de passe-plat. Vous savez, le truc de il y a de la pression qui vient d'en haut et je la transmets direct en bas. Ça non plus, ça n'existe pas. Et puis alors, l'autre truc qui m'avait sidéré, c'est non, non, la décision, elle se prend en bas. Il y a une décision qui est prise à très gros niveau en haut, qui est transmise pour dire il va falloir surveiller telle ville, tel état, tel. Et puis, bah, c'est tout, c'est pas plus que ça. Puis après, nous, en tant qu'unité, en dessous, bah, on décide de comment on fait, de comment on s'organise, de ce qu'on fait. Il y a énormément d'auto-organisation. Et je lui dis, tiens, c'est marrant, moi j'ai plutôt vu des chefs que j'essaye de transformer, qui sont à dire, il faudrait que tu codes comme ça et que tu mettes le if à tel endroit. Ça, je l'ai croisé aussi. Alors, normalement, j'avais une question juste après. Dans votre entreprise, comment ça se passe? Alors après, il y a un autre concept qui est l'autonomie. Donc, pour arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire où la décision va être prise en bas et pas en haut, ça signifie qu'il faut clarifier les rôles de chacun dans la structure. Et alors pour les militaires, c'est aussi clarifier dans la mission quelle est ce qu'ils appellent la segmentation de l'ennemi qu'ils veulent assigner à quelqu'un. Donc en fait, il y a un très gros ennemi et la hiérarchie va découper cet ennemi en petits bouts et en assigner à toutes ces unités des bouts. Vous voyez l'idée? Voilà. Et donc c'est clarifier le rôle, c'est-à-dire que en tant qu'à niveau hiérarchique, j'engage une partie de l'ennemi de mon chef, mais je ne vais pas engager celui à côté, parce que sinon je vais gêner mon voisin, et puis celui qui m'était assigné va pas être géré. Donc clarifier les rôles, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est s'entraîner à travailler ensemble, et ça ils le font tout le temps. Ils le font tout le temps, et ce qui est fait, c'est quand un niveau hiérarchique s'en va pour faire un exercice, et que c'est lui qui est en train de faire un exercice, il emmène ses subordonnés pour que ses subordonnés l'observent et pour qu'ils comprennent comment ce que lui fonctionne. Parce qu'il y a besoin, en cas de stress, que les choses se fassent rapidement, et c'est pas à ce moment-là qu'on va se découvrir dans le stress et ce genre de choses. Donc en fait, les gens qui sont en dessous de moi vont venir m'observer pour voir comment est-ce que je fonctionne sous stress, comment est-ce que j'ai l'habitude d'interagir et d'interagir avec ma hiérarchie. C'est d'ailleurs ce qu'ils appellent le team building. Oui, alors ça aussi, ça m'avait surpris. Parce que j'ai demandé à ma belle-sœur, mais nous aussi, on fait du team building. On a été au karting l'autre jour. Elle me dit, c'est pas du team building, ça c'est vous avez été jouer ensemble. Le team building, c'est quand moi j'accompagne mon chef et que j'apprends à voir comment il travaille. C'est apprendre à travailler ensemble. Pour eux, c'est ça le team building. Et dans le travail, pas sur une activité extérieure. Alors ça se fait aussi, hein, des stages de renforcement ou des choses de ce goût-là.
Mais avant tout, le team building, c'est apprendre à travailler ensemble dans le travail. Et le dernier point, c'est le droit à l'erreur. Il va y avoir des erreurs qui vont être source d'apprentissage, et donc quand quelqu'un fait une erreur, on va essayer d'en récupérer l'apprentissage. Et alors là derrière, il y a encore quelque chose de plus important pour Yakovlev, en tout cas de ce que j'ai compris, c'est que si mon subordonné fait une erreur, je lui fichais la paix. Parce qu'il est déjà en train d'essayer de la corriger, et c'est pas le moment que je vienne lui dire qu'est-ce que t'as fait, et ainsi de suite. On débriefera après quand il aura réussi à reprendre le contrôle de la situation. Ça, c'est la conséquence en cas de problème. Ouais. Et donc, quand il y a une erreur, je vais le laisser tranquille. Il sait juste, et je vais lui rappeler que s'il a besoin de moi, je suis dispo. Je vais rester en observation parce que on a vu qu'on demandait aux gens de prendre leur plus haut niveau de risque, et quelqu'un qui a fait une erreur finit par avoir un problème d'ego et risque de prendre des risques trop importants. Et donc il est de bon goût à ce moment-là de le relever de son commandement pour mettre quelqu'un d'autre à la place qui n'aura pas ce problème-là et pourra gérer l'erreur, et après on lui rendra le commandement initial. Et le dernier point que j'ai trouvé intéressant, c'est la gestion de la surcharge. C'est-à-dire que si j'ai un subordonné qui n'arrête pas de me demander des ressources supplémentaires, ça veut dire qu'il est débordé, qu'il n'arrive plus à gérer sa situation, donc il est de bon goût de réduire son périmètre pour qu'il reprenne pied. Et une fois qu'il aura repris pied, je lui redonnerai plus de responsabilités. Alors après, j'avais parlé avec ma belle-sœur encore, et je lui dis oui, on essaye de faire des équipes pluridisciplinaires. Elle me dit bah nous aussi. Ça veut dire quoi chez toi? Alors elle me dit j'ai fait un stage pour apprendre à être radio. Je n'étais pas secrétaire. Si, mais j'ai appris à être radio. Je sais aussi tirer, je sais utiliser mon FAMAS, je sais utiliser. Il y a plein de choses comme ça. Je dis ah ouais la classe quand même. Elle me dit oui, enfin c'est une question de survie, hein. Si il y a une équipe qui vient de perdre sa radio et que tout à coup l'équipe est plus capable de communiquer avec le reste du monde, ça va pas servir à grand chose. En sens inverse, on fait tous des trucs de mécanique, on fait tous des... Parce qu'il est indispensable que l'ensemble des compétences, même si elles sont identifiées sur une personne, faut que l'ensemble des compétences soient quand même réparties et capables d'être, en gros, que tout le monde soit pluridisciplinaire. Pas spécialiste, mais capable de faire. Parce qu'en cas de besoin, il faut que l'équipe soit capable de faire. Ouais. C'est ce qu'on appelle maintenant le T-shape. Dans nos entreprises, oui, je suis spécialiste, mais j'accepte de toucher à tout. Et voilà. Normalement, on doit être dans les temps. Et donc, on peut aborder notre chère conclusion. Et là, dans les entreprises, on retrouve, on est très large en fait, chez les militaires, on trouve, on pourrait résumer l'ensemble de ce qu'on a lu et vu et entendu, écouté, échangé avec les gens, la description suivante. C'est-à-dire qu'en fait, une équipe, une organisation, il faut d'abord une vision qui soit claire et partagée. Il faut des équipes qui soient autonomes et pluridisciplinaires. Et il va falloir faire preuve d'innovation et de créativité. Bon, si on prend le texte tel quel, ça s'adapte aussi bien aux entreprises qu'aux organisations militaires. En tout cas, nous, c'était notre hypothèse. Tout à fait. Alors, je veux juste clarifier la créativité dans toutes les équipes et à tous les étages. Parce qu'il y a un concept qui est important, c'est que chaque niveau doit prendre son maximum de risques. Parce que si je prends pas à mon niveau maximum de risque, il va falloir que je laisse mon chef le faire. Et lui, il va pas savoir doser mon niveau de risque acceptable. Et donc, on fait escalader la prise de risque le plus haut de celui qui devra le faire parce que les autres ne le font pas. Et ça va poser des problèmes. Vous voyez l'idée? Ah zut, j'ai pas déplacé le lien. Bon alors, tout en haut, dans les pour approfondir, c'est pas un pour approfondir.
C'est le lien vers l'ensemble des documents qui sont disponibles. Et après, il y a plein c'est-à-dire qu'en fait, on découvre qu'il n'y a pas que chez le général Yakovlev qu'il y a des organisations qui sont différentes. Dans Turn the Ship Around de David Marquet, l'histoire qu'il raconte, c'est la même. C'est comment il est passé d'une organisation qui nous paraît très pyramidale, ou en tout cas à l'image des militaires du 19e, vers une organisation qui, au contraire, euh, est beaucoup plus horizontale, malgré tout, avec cette hiérarchie existante, ou en tout cas dans laquelle il y a énormément d'autonomie, de prise de décision. Il dit, je suis passé d'un commandement où il y avait un, un capitaine qui était marionnettiste et qui pilotait 150 bonhommes à l'intérieur de son sous-marin nucléaire, à quelque chose où bah, lui, il n'est plus qu'un ourson et il a 150 personnes qui réfléchissent tout le temps. Et donc, un cerveau qui réfléchit pour tout le monde ou 150 cerveaux qui réfléchissent ensemble, ça tombe sous le sens, c'est beaucoup plus efficace. Et en fait, on s'aperçoit que voilà, il y a pas que dans l'organisation militaire française, il n'y a pas que chez le général Yakovlev que on retrouve une organisation qui nous paraît innovante, qui nous paraît agile, qui nous paraît libérée. Et ça existe aussi chez les militaires. Ça sous-entend aussi que bon, j'allais faire une blague. Alors, Donc si vous avez des questions, c'est le moment, sauf si tu voulais dire autre chose. ouais. Alors, en fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, ça m'a réconcilié avec d'autres modes de fonctionnement. Euh, je suis agiliste depuis très très longtemps et je pensais que l'auto-organisation était le point idéal en fait de fonctionnement. Je me rends compte qu'il y a plein d'autres points idéaux qui sont fonctionnels et la hiérarchie peut être fonctionnelle aussi. Voilà. Donc ça m'a permis de comprendre différents sweet spots organisationnels qui sont tous fonctionnels et d'un certain point de vue ça me plaît dans le sens où pour moi l'idée c'est pas d'une monoculture organisationnelle mais ça serait une pluriculture et qui permettrait de pouvoir s'observer et de voir nos défauts respectifs parce qu'on est organisé différent et donc on verrait nos points aveugles différemment. Donc moi je suis pas spécialement pour que toutes les entreprises s'organisent de la même manière en fait. J'aime bien qu'il y ait des choses très très variées, voilà, une histoire de résilience. Euh, mais oui, il y a de l'espoir de rendre une hiérarchie fonctionnelle. Une autre question? Non, on était super clair. En termes de précision, il ne faut pas non plus idéaliser. Toutes les armées ne fonctionnent pas comme ça. Toute l'armée française ne fonctionne pas comme ça. Ce sont des endroits qui sont particuliers et de ce que j'ai pu en comprendre en discutant et en observant, c'est essentiellement les gens qui sont opérationnels. C'est-à-dire, le général Yakovlev était général de l'armée de la Légion étrangère, donc ils étaient en opération très fréquemment. Donc ils ont un besoin d'efficacité et d'opérationnalité qui est plus importante que par exemple nos militaires qui font sentinelle. Où là c'est très administratif comme type de gestion et on est dans la hiérarchie qu'on peut retrouver dans de grosses structures. Voilà. Donc c'est pas, on ne retrouve pas ça partout. Et pour être exhaustif aussi, on a parlé des deux modes de commandement de l'armée de terre qui sont le commandement par ordre et le commandement par mission. Dans la marine, ils ont un commandement par processus qui rejoint une partie de ce qui se fait aussi dans les entreprises. C'est parce que un porte-avions est quelque chose d'extrêmement compliqué dans lequel une petite initiative peut avoir des conséquences dramatiques. À titre d'exemple, dans un sous-marin américain, ils ont décidé pour gagner du temps, de mettre les missiles avant de monter l'avion sur le pont. Donc c'est pas grand chose en fait. D'abord ils montaient l'avion, puis après ils connectaient les missiles qui partaient. Et là ils ont fait l'inverse. Et quand ils ont branché l'avion au circuit électrique pour le démarrage, ça a déclenché les armes et il y a eu pas mal de morts et le porte-avions a été mis en réparation pendant 6 mois. Donc juste pour une petite inversion dans le processus, ça a des conséquences qui ont été dramatiques.
Donc dans ces conditions-là, il y a des choses qui sont dans lesquelles on ne peut pas laisser une autonomie en permanence. Voilà. Maintenant, on n'est pas obligé d'appliquer ces systèmes-là partout. Il y a une question là. Ah d'accord, bon. Ouais, c'est ça. Et ce que je comprends de ce qu'a fait David Marquet, c'est qu'il a appliqué dans son sous-marin des modes organisationnels des commandos Navy. Oui, il a appliqué ce qui se passe dans les commandos à l'intérieur d'un sous-marin, avec beaucoup d'autonomie. Mais récemment, il y avait une conférence qui a lieu, qui a été reproduite à plein de moments, qui a beaucoup tourné, disons récemment, de la chef de la patrouille de France, qui a fait une conférence sur comment mettre en œuvre du leadership, parce que il y a beaucoup de turnover dans la patrouille de France. Il y a un nouveau pilote tous les 6 mois à peu près. Et tu restes pas plus de 3 ans à l'intérieur de la patrouille de France. Donc c'est important de faire face au turnover, c'est important de faire face au... Et malgré tout, tu voles à 700 km/h et tu es à 3 mètres de ton camarade. Euh, c'est dangereux. Des questions? Non? Oui? Bon, bah merci beaucoup.